Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Kader Diaby, représentant Europe de la société civile ivoirienne, et de nos éditorialistes Jean-Marie Bitomo et Gracien Okindikiza. Le Forum économique mondial sur l'Afrique, édition 2016, aura lieu à partir du 11 mai. Ce sera à Kigali, capitale du Rwanda. L'événement est placé cette année sous le thème de la transformation numérique. Corinne Candem. Faire rimer Afrique avec numérique. C'est le but du 26e Forum économique mondial sur l'Afrique qui se tiendra à partir de mercredi 11 mai jusqu'au vendredi 13 mai 2016 à Kigali, la capitale du Rwanda. Avec pour thème « Connecter les ressources de l'Afrique à travers la transformation numérique », ce forum réunira plus de 1200 participants, parmi lesquels les chefs d'État et de gouvernement de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Gabon, de la Guinée, du Kenya, du Sénégal et du Togo. L'Afrique a tout intérêt à tirer un maximum d'avantages de cette révolution numérique. Lorsque vous voulez créer une entreprise, quelle que soit l'activité, vous devez réunir un certain nombre de facteurs, des facteurs humains, des facteurs techniques et des facteurs financiers. Si on prend rien que le facteur technique, ça demande beaucoup de moyens. L'avantage du numérique, c'est que ça fait du cost killing, c'est-à-dire que grâce au numérique, vous avez la possibilité de créer votre entreprise à partir de rien. Si vous avez un ordinateur portable, une connexion à Internet, vous pouvez créer une entreprise. 50% de la population du continent africain a moins de 25 ans, une tranche d'âge à qui les technologies numériques sont plus que parlantes. Pour les dirigeants africains, il est donc impératif de profiter de cet avantage pour inclure le continent dans une économie mondiale de plus en plus caractérisée par les technologies numériques et où la prospérité économique est désormais construite sur la connaissance et l'ingéniosité plutôt que des ressources naturelles. C'est des applications, donc ça demande de la matière grise. De ce côté-là, l'Afrique est riche d'une matière grise. Les moins de 25 ans représentent près de plus de la moitié de la population en Afrique. Donc nous avons une matière grise, c'est une technologie qui est faite pour eux, c'est intuitif. Et donc pour l'Afrique, l'ère du numérique est véritablement le levier sur lequel elle peut et elle doit s'appuyer pour pouvoir garantir le développement, enfin le décollage de ce continent qui est promis à de très belles choses, mais qui jusqu'à présent n'a encore rien réalisé. Ce forum sera l'occasion pour les leaders africains d'identifier les priorités et les actions à mettre en place sur le continent afin de construire des économies résistantes aux défis numériques actuels. Gracien, le numérique, c'est un choix judicieux pour cette édition 2016 ? Oui. On se retrouve à l'ère du numérique, comme on le dit. Il faut vraiment changer, disons, évoluer. Il y a des pays, par exemple, qui ont fait le choix, comme le Rwanda, où il y a beaucoup les gens qui ont misé sur le numérique. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont au niveau des services. Et ça se voit et ça donne des résultats. Parce qu'il y a des pays qui sont... Quand on a, par exemple, un petit pays qui n'arrive pas à produire, ils sont dans la production classique, il faut produire autrement. Numérique est l'outil qui est efficace pour le faire. Jean-Marie, est-ce que l'Afrique est en train de rattraper son retard dans la transformation numérique ? Je ne dirais pas que l'Afrique est en train de rattraper son retard. Moi, je partirais sur autre chose là-dessus, Fanny. L'Afrique a, comment dirais, l'avantage de ce qu'on appelle en économie l'avantage de l'arriération. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'en Afrique, nous avons été derrière les autres. Ce qui fait que nous sommes dans une dynamique qui nous fait profiter pleinement des nouvelles technologies qui naissent aujourd'hui, puisque toutes ces technologies-là, nous ne les maîtrisons pas. Aujourd'hui, on voit que l'Afrique, si vous voulez, est en phase avec son arrimage à l'économie mondiale par le biais de ces nouvelles technologies-là. Vous avez énormément de jeunes Africains qui ont été précurseurs, qui ont créé là-dessus, dont l'Afrique a des potentialités qui sont énormes dans le cadre du numérique. Que vous ayez un pays comme le Rwanda, il ne faut pas oublier que le Rwanda est relativement très bien géré. C'est un des pays les mieux gérés au monde. Pour une fois où vous avez l'Afrique, si vous voulez, qui est parmi les leaders au monde. Le pays de M. Kagame aujourd'hui, je laisse la dimension politique de côté. La notation, si vous voulez, de toutes les institutions internationales, la gouvernance de Kagame fait progresser, si vous voulez, son pays. Qu'il aille maintenant, c'est-à-dire vouloir poser des centres numériques chez lui, c'est un arrimage, si vous voulez, à l'économie mondiale, à l'économie internationale, qui va servir, si vous voulez, à tout le reste de la population, que ce soit au niveau éducatif. C'est-à-dire, aujourd'hui, on sait très bien que vous pouvez passer votre doctorat étant en Afrique, étant inscrit au MIT, à Harvard, aux États-Unis et tout ce qui s'ensuit. Donc, si un centre numérique comme celui-là, si on lui donne ces finalités-là, c'est
ça va profiter à l'agriculture. Ça veut dire être arrimé, si vous voulez, aux bourses internationales des matières premières et tout ce qui s'ensuit. Les paysans seront capables de pouvoir, je ne sais pas si en Côte d'Ivoire, on a essayé de mettre des choses comme ça en place pour que le paysan soit le plus proche du marché, pour essayer de réguler la production agricole et tout ce qui s'ensuit. Donc, le fait que vous ayez ce forum-là qui se passe dans un pays comme le Rwanda aujourd'hui, personne ne peut contester au Rwanda en Afrique. Le Rwanda, en termes de gestion économique et la gestion politique, ce n'est pas une institution africaine qui en parle, ce sont des institutions internationales. Donc, j'aimerais bien que on ait beaucoup plus de pays africains qui prennent exemple de ce qui se passe au Rwanda. C'est-à-dire, on parlait de l'IDH là tout à l'heure. Vous avez un petit pays comme le Rwanda où vous avez une mutuelle qui fonctionne comme si on était dans les pays occidentaux. Donc, cette anticipation-là, c'est ce qui manque souvent à l'Afrique, c'est-à-dire faire de la prospective économique ou politique. Kader Diaby, qu'est-ce qui manque encore au continent africain pour qu'il profite pleinement de cette révolution numérique d'après vous? Les infrastructures. Avec le numérique, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la plupart des pays africains aujourd'hui dans le domaine du numérique. Il y a beaucoup d'avantages, comme ceux qui ont été cités à l'instant. À cela, il faut rajouter que le numérique permet aussi de bien ancrer en fait la bonne gouvernance. C'est aussi un facteur très important aussi des dissuasions contre les problématiques de corruption, etc. Donc très important. Les questions d'éducation également, c'est assez important. Sauf qu'il y a des endroits aujourd'hui où les infrastructures sont manquantes. Les questions de couverture des territoires nationaux par les fibres optiques, ce genre de choses, qui sont encore assez limites, en fait, qui rendent difficile l'accès en fait, au numérique. Il y a aussi aujourd'hui la question, je dirais qu'on parle beaucoup d'analphabétisme, mais aussi demain, dans quelques années, il y aura une autre forme d'analphabétisme qui va être liée en fait à l'utilisation des ressources numériques. Donc il y a tout le renforcement des capacités, toute la formation en fait à effectuer pour pouvoir beaucoup plus avancer beaucoup plus dans ce domaine-là, effectivement. Merci. Direction à présent l'Éthiopie où le marché de la viande halal est en constante progression. Le pays exporte majoritairement vers le Moyen-Orient, une hausse des exportations qui permet notamment de moderniser le secteur de l'élevage. Idelette Mirabel-Bissou. En Éthiopie, l'exportation de la viande halal est en pleine expansion. Le commerce halal à destination du Moyen-Orient est une activité florissante dans le pays. Le secteur contribue depuis plusieurs années à l'économie nationale, notamment avec la hausse de la demande des Émirats arabes unis. L'industrie de la viande halal est évaluée à 3,2 milliards de dollars. Pour les hommes d'affaires, c'est une ressource riche qui ne demande qu'à être exploitée. La viande que nous vendons est halal. La plupart de nos clients viennent du Moyen-Orient, dans les pays comme l'Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Qatar, Iman, la Jordanie. Ce sont nos principaux acheteurs. Cette entreprise s'étend sur 25 km d'installation d'Addis Abeba. Elle a créé 100 emplois directs et des milliers de personnes y travaillent indirectement pour des services. L'économie éthiopienne a progressé à un taux moyen de 7% au cours des dernières années. L'intérêt des Émirats arabes unis pour la viande n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Il a fait un bond de 30% entre 2008 et 2011. Plus d'1 million de dollars de viande a été importé en 2011 vers ce pays. Après que le gouvernement a commencé le plan de croissance et de transformation, ça a attiré l'attention sur le secteur de l'élevage et nous avons commencé à promouvoir la chaîne de valeur de l'élevage, des produits laitiers, alimentaires, vétérinaires et aussi des volailles. L'agriculture est la source principale de l'économie éthiopienne avec 85% des emplois. Elle contribue à environ 45% du PIB et 62% des exportations totales. L'élevage participe à 12% des exportations dans le pays. L'industrie se modernise en Éthiopie, notamment avec l'expansion et la relocalisation de l'abattoir municipal d'Addis Abeba, dont la capacité est estimée à 20 000 têtes par jour. Jean-Marie, ce marché du halal, c'est devenu un véritable enjeu économique aujourd'hui ? C'est devenu un véritable enjeu économique, tout simplement. Pourquoi? Parce que nos économies africaines, c'est-à-dire, je dis souvent sur ce plateau, nous avons le domaine de l'agriculture qui est un domaine très très important. Pour pouvoir faire développer un pays, économiquement, il faut que le pays soit assis sur un secteur agricole très très fort. Donc quand vous avez l'élevage comme ça se passe en Éthiopie, l'Éthiopie a anticipé. L'Éthiopie a tout un marché, si vous voulez, qui est l'Éthiopie. On parlait tout à l'heure de Djibouti. Ce sont deux pays qui sont pratiquement aux portes du Moyen-Orient. Et comme ça rentre dans leur coutume, comme le disait, leur président lors de son investiture, c'est que Djibouti comme l'Éthiopie, c'est-à-dire ce sont des pays qui sont
africain et en même temps musulman ou arabe. Donc à partir de là, l'Éthiopie est déjà dans une dynamique économique qui est très très positive, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'Éthiopie a anticipé énormément. Imaginez-vous que l'Éthiopie, c'était un pays où on parlait, c'est-à-dire les Éthiopiens, c'était un pays de guerre. Donc encore une fois, dans les années 70 jusqu'aux années 80, l'Éthiopie, si vous voulez, était pratiquement, si vous voulez, une économie exsangue, où vous avez pratiquement rien, vous avez la famine, on faisait des quêtes dans le monde entier pour pouvoir nourrir les Éthiopiens. Et quand moi je vois la dynamique qui se passe aujourd'hui, c'est une dynamique qui est hyper positive parce que le pays a choisi une spécialisation très très fine. Aujourd'hui, l'Éthiopie, c'est-à-dire, a rendu l'attractivité de son territoire à un niveau tel qu'aucun pays africain n'est encore arrivé là, parce que vous avez aujourd'hui les Chinois qui sont en train de délocaliser leurs usines de la Chine pour aller les implanter en Éthiopie. Mais maintenant, ça peut être bien vu du point de vue de la croissance économique dont nous parlons là tout à l'heure. Mais au niveau de l'IDH, c'est quand même déplorable quelque part. Parce que moi, j'ai suivi un certain nombre d'émissions ou de documentaires sur le net où vous avez l'Éthiopie aujourd'hui, vous avez l'expropriation des paysans parce que vous avez les pays arabes qui viennent maintenant en Afrique venir acheter des terrains. Et ces terrains-là ont pour conséquence sociétale énorme et grave pour les agriculteurs de nos pays africains, parce que nos États africains qui exproprient, comment dirais-je, les populations locales pour pouvoir vendre ces terres aux firmes multinationales, de mon point de vue, sont en train de commettre une erreur fondamentale. Et c'est un peu ce que je déplorais, si vous voulez, en Éthiopie, par rapport à la dynamique éthiopienne d'aujourd'hui dans la dynamique économique. Essayer de préserver, c'est-à-dire la population locale et ne pas privilégier, comment dirais-je, tout ce qui vient de l'extérieur concernant les firmes multinationales. Parce que quand on fait ça, au contraire, on appauvrit la population, tout simplement pourquoi? Parce que ce sont des produits qui sont destinés à l'exportation et qui ne sont pas destinés aux marchés locaux. Gratien, le halal, c'est une opportunité pour l'élevage? Oui, c'est une opportunité. Et surtout pour un pays chrétien. L'Éthiopie, ce n'est pas un pays musulman, c'est un pays chrétien qui fait halal et qui va... Parce que c'est un pays, en fait, où les gens qui commencent, l'ancien pays léniniste, marxiste, communiste, tel qu'on le disait, mais aujourd'hui qui s'adaptent très bien, comme d'ailleurs les Chinois ou les Vietnamiens. Et aujourd'hui, même si c'est un pays chrétien, ils produisent halal parce qu'il faut faire du business, il faut faire les affaires. Et maintenant, c'est devenu il y a un marché du monde arabe, un marché aussi, il y a des gens qui commencent aussi à consommer. On sait bien que il y a de plus en plus de musulmans, beaucoup de musulmans, donc il faut vendre à ce marché. Quand on arrive à produire tout en sachant bien qu'on a des consommateurs, ça c'est une très bonne idée. Parce qu'il y a dans d'autres pays en Afrique, on produit sans avoir des consommateurs. C'est là où il y a un problème. On doit avoir d'abord les consommateurs et on produit, quel que soit, même si ce n'est pas sa religion, on fait des affaires, on fait profiter à son peuple. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour, 15 milliards de dollars. C'est le montant des sommes qui auraient été détournées pour de fausses dépenses sécuritaires au Nigeria sous l'administration de l'ancien président Goodluck Jonathan. Des sommes qui devaient notamment servir à la lutte contre Boko Haram et au paiement des salaires des soldats nigérians. Certains fonds auraient servi au final à financer la campagne du Parti démocratique populaire. Gratien, ce chiffre, il renforce l'idée que la corruption est l'un des principaux fléaux qui a entravé la lutte contre Boko Haram. Ça se voit bien. Pourquoi l'armée nigérienne n'a pas gagné la guerre? Parce qu'on se demandait justement où se trouvaient les militaires nigériens. Les militaires nigériens qu'on a vus au Libéria avec Komog, qu'on voyait bien la grande armée africaine. Ils étaient où? Ils étaient nulle part. Finalement, l'argent pour les ravitailler, les salaires, l'argent pour acheter les armes, était détourné et donc du coup on avait le Nigeria sans armée avec cette corruption. Mais c'est vraiment une grande bêtise de ce pays, un des pays, je dirais, le plus corrompu de l'Afrique et le plus riche de l'Afrique, et le pays qui a une mauvaise répartition des revenus. C'est déplorable, vraiment c'est le contre-exemple pour les Africains. Jean-Marie, c'est un véritable scandale. C'est un scandale quand vous voyez que une des fonctions régaliennes de l'État, à savoir la sécurité du territoire, n'est pas assurée parce que vous avez un certain nombre d'individus qui se lèvent et qui détournent tout l'argent qui est là. La fonction régalienne de l'État, assurer la sécurité de ses citoyens. Et quand vous avez des budgets de l'armée qui sont détournés par des individus, moi j'approuve la démarche, si vous voulez, du nouveau président élu, qui les arrête, si vous voulez, par centaines, parce que c'est pas possible que vous ayez un pays comme le Nigeria, qui, comme Gratien vient de le souligner, la première puissance économique d'Afrique, vous n'avez même pas d'armée pour pouvoir défendre votre territoire, alors qu'on sait très très bien que la croissance économique repose sur une variable
fondamental et essentiel qui est la sécurité du territoire pour pouvoir attirer des investisseurs étrangers. Si vous avez de l'insécurité constante chez vous, et ça ne touche pas que le Nigeria, vous avez tout le voisinage qui est gangréné par ça. Vous avez le Cameroun qui en souffre aujourd'hui, vous avez un pays comme le Tchad, vous avez le Niger qui en souffre. Tout simplement pourquoi? Parce que vous avez des individus qui sont à la tête de l'armée et qui se permettent de détourner le bien public, parce que ces budgets-là, c'est le bien public, et on privatise le bien public à son propre profit en laissant l'ensemble de la population, si vous voulez, dans une misère qui ne dit pas son nom. Merci, c'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le deuxième volet de cette semaine consacré aux réformes de l'éducation. Kader Diaby, merci d'avoir été avec nous. Merci Fanny. Jean-Marie, merci également. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs et nos téléspectatrices. Et Gratien, merci d'avoir été là. Merci Fanny, bonsoir à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa News.